La sagesse de la Kabbale est la plus ancienne des sagesses. Elle vient du temps du patriarche Abraham, c'est-à-dire le XVIIIe siècle avant notre ère, soit il y a 3800 ans, depuis nos jours. Le patriarche Abraham était un de ceux qui vivaient à Babylone, en Mésopotamie. Il était comme tous les autres, un bédouin, et il a découvert la divinité. Et par la suite, il écrit un livre à ce propos. Ce livre s'appelle le Sefer Yetzira, qui est en fait le premier livre de la Kabbale. Après lui, il y eut beaucoup d'autres kabbalistes, et ses étudiants, ses enfants et ses petits-enfants, qui connaissaient tous le sujet, jusqu'à l'exil d'Égypte. Il y eut alors la seconde révélation de la sagesse de la Kabbale, par Moshe Rabbeinu, très grand kabbaliste, qui écrivit pour nous le livre de la Torah, qui exprime sa révélation du monde supérieur. Seulement, il s'exprima d'une autre façon. Abraham écrivit avec l'aide de noms, de sphirotes, de partsoufim, tandis que Moshe Rabbeinu Moïse s'est exprimé dans un langage différent, le langage des branches. Ce qui signifie, comme tout ce qui existe dans notre monde vient d'en haut, d'un monde supérieur, comme il est écrit, il n'y a pas de brin d'herbe en bas qui n'est pas un ange en haut qui le frappe et lui dit « pousse ». Par conséquent, il y a une parfaite adéquation entre le monde supérieur et notre monde. Et ici, dans notre monde, nous avons un langage et un nom pour chaque détail que nous avons en face de nous. Nous pouvons donc prendre ces termes et s'élever vers un monde supérieur, et là, nommer tout ce qui a lieu dans ce monde supérieur, avec des noms de ce monde. C'est ce qu'a fait Moshe Rabbeinu, c'est ce qui s'appelle la langue des branches. Et donc, de cette façon, nous avons le livre de la Torah, et il semble aux gens qu'il est question de notre monde, comme une histoire, un roman, une sorte de voyage ou d'événement. Et ceux qui se trouvent dans le monde supérieur voient ce que Moshe Rabbeinu avait réellement écrit, et ils voient qu'il ne parle pas du tout de ce monde, mais de ce qui se trouve dans le monde supérieur, la providence supérieure, la direction d'en haut, les âmes et le système supérieur. Par la suite, vint le livre du Zohar, connu de tous. C'est le livre le plus célèbre de la Kabbale, que tout le monde connaît, bien que personne ne le comprenne, mais il est très connu. Il est écrit dans la langue du Midrash, un langage différent. Ce n'est pas la façon dont Abraham écrivit avec des sphirotes et des noms, ni Moïse qui écrivit dans la langue des branches, c'est-à-dire avec des mots de ce monde, mais le Zohar est écrit sous forme d'histoire imaginaire, dans un langage poétique. Il parle aussi d'une certaine façon dans la langue de ce monde-ci, ainsi que du monde supérieur, mais c'est la langue de la Haggadah, des légendes, la langue du Midrash. Après le Zohar, nous arrivons à la révélation du Ari Akadosh, à Safed, au Moyen-Âge. Il n'a par lui-même rien écrit. Tout ce qui nous reste de lui, ce sont les écrits du Rav Chaim Vital, son étudiant. Toute la Kabbale moderne provient de lui. Par la suite, après la période du chassidisme et le développement de la Kabbale au XVIIe et XVIIIe siècle,
Ce développement nous mène au Baal HaSulam, qui, à notre époque, a fait un commentaire sur le livre du Zohar et les écrits du Hari. Il a exprimé la Kabbale dans une langue moderne. Il a écrit le Talmud Sefer Sfirot, un langage scientifique, écrit de façon académique, très précis, avec un glossaire, des questions, des réponses. Un livre d'études qui est vraiment adapté à notre époque. On dit que les rituels maçonniques sont issus de rituels plus anciens. Et j'aurais aimé que vous me parliez un petit peu de l'influence du livre des morts égyptien et du mythe d'Élusis sur la franc-maçonnerie. Les livres, c'est un ensemble de livres, le livre des morts, c'est un corpus qui se rassemble, sont extrêmement signifiants et on y a beaucoup de choses, à tel point que, effectivement, Isis donnera des déesses grecques, elle donnera aussi Marie. Osiris, c'est en quelque sorte Hiram, puisque son frère Seth le tue, que sa femme Isis le fait renaître par 2 fois, et qu'il est enterré dans un tronc d'arbre, le tamaris de Byblos, que le roi de Byblos utilise pour construire son temple. C'est le seul pilier du temple. C'est extrêmement symbolique. Donc la mythologie égyptienne a ensemencé profondément la mythologie grecque, et Hermès est une transmission quasi intégrale des anciens mythes de Thoth en Égypte. Rituel d'ouverture et rituel de tracé du tableau de loge. Quel est leur rôle par rapport au temps et à l'espace sacré? On est dans une organisation progressive. On est dans une entrée progressive. On entre dans un lieu qui au début n'est pas un temple d'ailleurs, il n'est pas encore sacralisé, c'est un endroit où on se réunit, où les membres de la loge viennent pour se réunir. On rentre progressivement. Puis, progressivement, on prend conscience de la présence des autres frères, de la présence du lieu. Il y a progressivement aussi l'apport des phrases qui permettent de prendre conscience du lieu où l'on est. Et l'expert rentre, il rentre avec son épée, mais elle n'est pas garde au col, parce que si elle était garde au col, il serait à l'ordre. Un expert ne rentre pas garde au col, tant que le lieu n'est pas sacralisé. Au moment où il va aller tracer le tableau de loge, guidé par le maître des cérémonies, il est encore avec l'épée qui n'est pas garde au col. Il introduit à ce moment le temps qui devient sacré. Il se lève, il va vers le tracé, le temps devient sacré. Il arrive,
il pose son épée légèrement soit sur le pied des colonnettes, soit en la donnant de façon complètement informelle au maître des cérémonies. Il n'y a surtout pas de rigueur, parce que ce n'est pas une transmission. Et il trace. À partir du moment où ce tracé commence, l'espace sacré se dessine. Il est enfermé dans ce tracé, complètement contenu dans les lacs d'amour et la cordelette, qui ne contient d'ailleurs que 3 lacs d'amour au RE2A. Contraire, c'est une différence qui peut se signifier de façon importante par rapport à d'autres. Et à partir de ce moment-là, l'espace, après le temps, est devenu sacré. L'amour n'est pas pour le franc-maçon, c'est vous qui l'écrivez, uniquement la fraternité dans la chaîne d'union. Vous pouvez nous expliquer? Oui, parce que le franc-maçon a vis-à-vis de ses frères des devoirs qu'il n'aurait sans doute jamais accepté d'avoir s'il n'avait pas eu ces mêmes personnes dans ce même cadre. On peut donc dire que l'amour fraternel vis-à-vis des frères n'est pas immédiat, c'est pas naturel, c'est une construction par une sorte de tropisme et de sympathie vis-à-vis de l'être humain, de l'individu humain qui est en face de soi. En extension, cela ne se cantonne pas à l'espace de la loge, mais c'est une expansion sur tout le monde, un tropisme vers tout le monde. Alors, dans votre ouvrage, il y a beaucoup de notes de bas de page, et en particulier, d'ailleurs, qui sont très enrichissantes, et sur l'épée flamboyante, alors là, il y a carrément une page entière avec des liens sur les évangiles. Pourquoi ? Parce que l'épée flamboyante est un symbole important. C'est un symbole qui permet de faire descendre et de faire remonter. Et l'épée flamboyante relie donc le monde que l'on pourrait dire physique au monde spirituel et au monde divin. Donc on a bien les 3 dimensions, corps, âme, esprit, qui sont reliées par une action de fortification et une action de rayonnement. Pourquoi les évangélistes parlent d'une épée qui sort de la bouche de Jésus? Eh bien parce que c'est bien évidemment la volonté de vouloir transmettre ce message, qui n'est pas un message de combat, mais un message d'amour. Et l'amour, il se fait à la fois par le raisonnement et par la parole, et le Christ est muni de sa langue. Et c'est sa langue qui, par sa puissance et son verbe, transmet des informations. Elle n'est pas là pour transpercer quelqu'un, mais le pouvoir d'un discours est quelquefois bien supérieur au pouvoir d'un glaive. Et c'est en ce sens que l'épée qui sort de la bouche est un glaive tranchant et acéré parce qu'il est pertinent. Alors la mode est aux fakes sur Internet. Et la question qu'on peut se poser, c'est depuis des générations, sur le précepte de Socrate, connais-toi toi-même. Il y a eu des post-ajouts historiques. Oui. Et beaucoup de discussions là-dessus. Pourquoi ? Alors souvent parce que certaines personnes pensent que c'est plus joli s'ils rajoutent leurs pattes. Ou peut-être parce qu'ils se disent « Ah oui, mais j'ai mieux compris que les autres ». Revenons aux faits ordinaires. Le temple de Delphes est un ouvrage important, mais c'est un ouvrage au fronton duquel il y a une inscription. Et cette inscription, elle ne peut pas faire une page, elle est courte. Elle est courte, elle est ciblée, elle est symbolique. Et en plus, elle est une règle de grammaire en grec. Gnoti, c'est auton. Il n'y a pas besoin de complément. Parce que c'est la règle de grammaire. Alors après, on dit « oui, et tu connaîtras l'univers et les dieux ». En fait, la deuxième phrase dit exactement le contraire de la première. Donc elles ne peuvent pas aller ensemble. Puisque « connais-toi toi-même », c'est une demande forte vis-à-vis d'une personne pour qu'il fasse des recherches en lui, qu'il travaille, qu'il progresse et qu'il se connaisse lui-même de l'intérieur, qu'il connaisse sa petite lumière intérieure. Pas pour qu'il aille ailleurs,
connaître éventuellement des dieux qui lui diraient « tu dois faire ci ou tu dois faire ça ». C'est donc fondamentalement contradictoire. La phrase est simple, c'est « gnoti se auton », connais-toi toi-même, pointe à la ligne. Les rajouts sont des rajouts postérieurs, qui ont commencé à la fin du XVIIIe, mais qui sont surtout des rajouts XIXe. Quand le frère surveillant répond « il est minuit plein », que penser de la notion de plein? C'est à la fois quelque chose de vague, pour permettre de ne pas cantonner le temps et l'espace. Dire que c'est plein, ça pourrait être de dire qu'on est prêt. Mais ça veut aussi dire que la lumière, quand même, luit plus facilement dans les ténèbres. Parce que quand il fait plein jour et qu'on rajoute une lumière, on ne le voit pas beaucoup. Cette notion du plein dedans est une notion assez fondamentale. Mais aussi, parce que, rappelons quand même, que nos rituels ont été écrits, en gros, au XVIIIe siècle, sur la base de ceux qui existaient déjà dans les ligues, les guildes ou les loges de tailleurs de pierre au Moyen-Âge et avant, et qu'ils avaient des chemins de papier, et que ces rituels étaient riches de la langue du temps. Donc autrefois, on avait tout à fait l'habitude de marquer des pleins et des déliés, d'avoir une porte pleine pour que justement la maison soit protégée, d'avoir une vache qui était pleine et d'avoir une culture en champ plein. Ces mots sont importants, mais ils sont aussi importants pour signifier la situation et l'intérêt de ce centre plein, mais aussi du moment. Lorsque le soleil est plein à son zénith, il n'y a pas d'ombre. Donc celui qui est au sol est complètement dans sa plénitude, il n'est pas perdu dans l'ombre qu'il aurait devant ou derrière. Quelle importance rituelle pour les agapes? Une tenue, c'est en plusieurs temps. Il y a un temps dans le temple qui est consacré, il y a un temps qui est important, mais il y a le temps aussi après. On va repartir ensuite. Mais avant cela, un moment de décompression, en quelque sorte, est nécessaire. Ce sont les agapes, qui sont à la fois le moment moins important que celui du temple, et le moment avant de retomber dans le monde profane. Mais c'est en plus un moment où ce que l'on n'a pas dit, parce qu'on n'a pas de discussion sur des sujets complexes, ce que l'on n'a pas dit, on peut peut-être l'exprimer avec bienveillance, tolérance, sans jamais montrer d'acrimonie ni poser de questions, mais en apportant quelque chose, en apportant une réflexion, en faisant une suggestion. Et ces agapes sont à ce moment-là merveilleusement importants parce qu'ils permettent de condenser ce qui est épars, de rassembler et merveilleusement, peut-être, de donner à ceux qui écoutent des idées ou des pistes qu'ils découvrent. Alors, culturellement, on apprend dans votre ouvrage que écossais, dès le 8e siècle, signifiait déjà savoir d'excellence. Oui. On apprend aussi que Saint Mansuy était évangélisateur de l'Écosse. Et ma question taquine, est-ce que Didier Mansuy serait aujourd'hui l'évangélisateur de la franc-maçonnerie franco-française? Oh, certainement pas cette prétention. Chacun sa maçonnerie d'ailleurs, mais l'envie peut-être d'apporter un petit peu de rassemblement pour éviter de trop éparpiller, l'essai de vouloir donner un peu de sens central, la remarque que bien des égos se multiplient dans tous les sens pour dire c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai raison. Non, soyons beaucoup plus simples. Il y a des choses qui ont été écrites déjà il y a longtemps. Il y a eu des modifications qui ont été faites par les uns, par les autres, bien, mal. Elles ont été souvent faites avec bonne volonté. Lorsqu'elles ne l'ont pas été, ensuite on est revenu, ou on peut revenir encore. Mais ces rituels et cette façon de voir, cette méthode qui est presque une propédeutique, mais qui est presque aussi une propédeutique analytique ou psychanalytique, permet, si on le veut bien, tout simplement de s'améliorer, de progresser pour devenir meilleur et pour construire un monde dont l'avenir serait meilleur. Oui, parce que ça m'ensuit effectivement, en tant que un des premiers évêques
Toul n'a pas eu de descendance, il a eu une famille autour, mais bon, voilà. Ok, eh bien merci beaucoup. Avec plaisir. Quand vous êtes initié au grade de maître, dans la majorité, enfin dans une grande part de rites maçonniques, vous êtes reçu franc-maçon, on vous frappe sur les deux clavicules et sur le front. J'aime mieux vous dire que c'est très énergétique et là aussi on en prend pour toute une vie. Alors Knight et Lomas ont trouvé dans la momie d'un pharaon qui s'appelle Sekhemret-Tao, justement les origines de ces fameuses 3 blessures, de ces fameux 3 coups. Effectivement, la momie a des clavicules brisées et le crâne enfoncé. Or, il se trouve qu'on a un archéologue en France qui s'appelle Jean-Louis Bruno, qui est chercheur au CNRS, et qui a fouillé absolument toutes les fosses sacrificielles gauloises du 5e siècle avant notre ère, notamment le temple de Gournay-sur-Aronde dans l'Oise. Qu'est-ce qu'on trouve dans les fosses sacrificielles du temple de Gournay-sur-Aronde? Alors on trouve des tas d'animaux sacrifiés, notamment des bœufs qui ont le crâne enfoncé, mais on trouve aussi des restes humains, des clavicules humaines et des crânes qui sont brisés et enfoncés. Donc, moi, à mon avis, il est très clair qu'on peut, au lieu d'aller chercher très loin en Égypte les motifs du psychodrame de réception au grade de maître, au lieu d'aller chercher ça en Égypte, on peut peut-être, puisqu'on le trouve sur notre territoire, encore dans l'Oise aujourd'hui, vous allez voir au musée Vivenel à Compiègne, eh bien vous trouverez tous les matériels qui ont été retrouvés dans les fosses sacrificielles, vous verrez les clavicules humaines brisées, etc. Donc c'est là, sur notre sol. Moi, en tant qu'occidental, je ne vois pas pourquoi j'irais chercher les racines du grade de maître en Égypte plutôt qu'ici. Et donc, je reste persuadé que ces rites sacrificiels gaulois, donc celtes, sont effectivement, que ce sont eux qui ont généré ensuite, alors par quel biais, par quelle transmission, je n'en sais absolument rien, mais il est très clair que je trouve qu'ils ont fortement influencé les rites maçonniques d'aujourd'hui. Puis je pourrais vous dire plein d'autres choses, mais alors à ce moment-là, je me ferais excommunier certainement. Moi, j'aime bien votre exposé et je dirais presque que je vais devenir guénonien sans Parce que si on regarde la maçonnerie, effectivement, les 3 premiers degrés sont des degrés de métier, tout au moins dans le rite écossais. Celui que je connais pas les autres, donc je ne peux pas porter d'opinion. Mais les 3 premiers sont des degrés de métier. Après s'adjoint une recherche de chevalerie.
Et après, s'adjoint, à partir du 19e degré, une branche sacerdotale. Donc on retrouve tout à fait ce que René Guénon pensait, et il est naturel qu'on commence par le métier, c'est-à-dire par soi-même, par le fait qu'on commence sur la réalité concrète pour rentrer. Alors quand on dit que c'était presque en dehors de la réalité ou de l'humain, moi, je dirais que c'est le chemin pour arriver à l'humain véritable, en fait. C'est pas en dehors, c'est aboutir à l'humain. Et aboutir à l'humain, ce n'est pas une idée, ce n'est pas une imagination, c'est une réalité. Donc on commence par partir de la connaissance de soi des Grecs, d'ailleurs. Au premier degré, connais-toi toi-même, qu'est-ce que je suis vraiment en réalité, pas qu'est-ce que je voudrais paraître, qu'est-ce que je voudrais faire semblant d'être, qu'est-ce que je voudrais que les autres pensent de moi, non, qu'est-ce que je suis, comment je fonctionne intellectuellement, émotionnellement, physiquement, puis après, c'est le deuxième degré, connaissance du monde, qu'est-ce que je suis face au monde, car je ne vis pas tout seul, donc architecturation du monde, et puis après, il y a et l'action dans le monde, et en même temps, il y a la naissance du maître intérieur. Il y a l'être qui commence à apparaître parce qu'on se connaît, on connaît le monde, et puis on commence à avoir une habitude de rentrer dans son cabinet de réflexion, en soi-même, et là, on commence à sentir qu'il y a un être différent. Et cet être différent, après, on va l'élever petit à petit, il va se redresser, il va commencer à vivre, on va le nourrir, puis on va aller vers l'esprit petit à petit comme ça. Donc, et c'est l'évolution de la conscience. La conscience a commencé avec le Big Bang, puis la complexité de la matière, jusqu'à une complexité de la conscience. Et puis c'est à nous, en tant qu'humains, de devenir des hommes, c'est-à-dire de porter cette conscience au-delà de la conscience animale que nous sommes. L'homme revêtu de peau de bête qui va transcender cette peau de bête, mais à partir de la réalité. La transcendance n'est pas quelque chose d'impalpable, elle devient une réalité concrète pour après devenir de transcendance en transcendance, de dépassement en dépassement, jusqu'à la très haute spiritualité. Je crois que c'est le chemin de toutes les initiations. Quel que soit. La franc-maçonnerie telle qu'elle existe aujourd'hui résulte de la fusion opérée en 1717 en Grande-Bretagne de deux courants préexistants. La société alchimiste des Rose-Croix, qui était une société d'occultisme, et la fraternité des maçons libres et acceptés, qui était une sorte d'ancienne corporation de bâtisseurs, de maçons, de charpentiers, et qui était un peu tombée en quenouille et qui avait été remise en vigueur en acceptant comme membres des gens qui n'avaient rien à voir avec la profession de maçon. Donc, association d'une corporation professionnelle, d'une part, et d'une société occultiste. Quel était l'intérêt de cette association qui a donné naissance à la franc-maçonnerie, puisque la Rose-Croix n'existe plus depuis cette date-là en tant que société occulte? C'est qu'on peut penser que la fraternité des maçons libres et acceptés donnait une sorte de façade de respectabilité sociale, alors que la Rose-Croix occultiste apportait le fond fondamental, l'impulsion idéologique fondamentale qui animait ce groupement. Qu'est-ce que c'est que cette société des Rose-Croix? On la connaît assez mal, elle s'enracine dans le haut Moyen-Âge. Certains prétendent que Luther était Rose-Croix. Les Rose-Croix ont eu parmi leurs membres très proches de d'eux des gens comme Comenius, qui a joué un rôle très important au siècle XVIIe. Et toujours est-il que et certains prétendent, et ça paraît d'ailleurs assez probable, que la Rose-Croix elle-même s'enracine dans l'ordre du Temple, cet ordre qui était devenu tout à fait désordonné et qui a été condamné par le pape et détruit par le roi Philippe le Bel dans les années 1300 et des poussières. Donc il y a une certaine continuité des Templiers aux Rose-Croix et une continuité certaine, les Rose-Croix à la franc-maçonnerie, puisque les Rose-Croix ont donné naissance à cette franc-maçonnerie. Pour accréditer ce que je viens de dire, voici un texte d'un rabbin, Elie Ben Amozag, du rabbin Toab, dans un livre important qui s'appelle Israël et l'humanité. Que dit ce rabbin? Il existe dans la franc-maçonnerie une doctrine secrète, philosophique et religieuse, introduite par les Rose-Croix gnostiques lors de leur fusion avec les maçons libres en 1717. Cette doctrine secrète de gnose est l'apanage exclusif de la franc-maçonnerie géographe, c'est sûr. On voit
Il y a donc une double origine maçonnique, l'origine corporative des francs-maçons, la corporation des maçons libres acceptés, et l'origine gnostique, occultiste des Rose-Croix. Cette double origine se retrouve dans la symbolique maçonnique. Et j'ai eu l'occasion de passer l'autre jour à côté d'une loge à New Hatley, à côté pas très loin de Sherbrooke. Et bien dans la loge de New Hatley, on voit exactement le symbole que vous avez ici au tableau, c'est-à-dire le compas et l'équerre, symbolique se rattachant à la corporation des maçons, et au centre l'étoile à 5 branches avec la lettre G. La lettre G en symbolique maçonnique ayant beaucoup de significations, mais l'une de ces significations la plus fréquente étant le G de la gnose. Tirons quelques leçons de cette origine. La fusion des deux sociétés, maçons libres et acceptés et Rose-Croix occultistes, est à l'origine de l'actuelle franc-maçonnerie, premier point. Il en résulte une double tradition et une double symbolique. La double symbolique, nous venons de le voir. Il en résulte une double idéologie. L'une qui est affichée, c'est le libéralisme, l'autre qui est secrète, c'est la gnose, ou l'occultisme. Et comment peut-on présenter le but de la maçonnerie? On s'aperçoit que ce but est plus religieux que politique. On le trouve remarquablement formulé dans les textes de la haute vente italienne, qui est une structure maçonnique de très haut niveau, qui dominait une bonne partie des maçonneries européennes dans les années qui vont de 1815 à 1850. Que disait cette haute vente? Voici un des textes qui date de 1819. Notre but final est celui de Voltaire. C'est le but de la Révolution française, c'est l'anéantissement à tout jamais du catholicisme et même de l'idée chrétienne, qui, si elle restait debout sur les ruines de Rome, en serait la perpétuation plus tard. Fin de citation de cette haute vente italienne de 1819. Un autre franc-maçon de la haute vente a eu une formule qui est, je crois, également assez éclairante pour définir le but maçonnique. Il le dit carrément en inventant un nouveau vocable. Il s'agit, disait-il, de décatholiciser le monde. Décatholiciser le monde, tel était l'objectif de la franc-maçonnerie dans son aspect essentiel. Quelques mots sur l'organisation maçonnique. Quand on parle d'organisation maçonnique, il faut distinguer l'organisation visible, qui est de nature administrative, qui est importante mais qui n'est pas la plus importante, et l'organisation des grades, qui est de nature occulte. Voici comment ceci peut être schématisé. Dans l'organisation visible, vous avez les obédiences, qui sont différentes structures maçonniques, comme la Grande Loge en France, la Grande Loge nationale, le Grand Orient. Il y a des officiers qui sont élus, il y a des convents. Le convent, c'est un peu le mot américain convention, c'est-à-dire ce sont des parlements, des réunions, des congrès. Il y a le Conseil de l'ordre, il y a le bureau, il y a le grand maître. Il s'agit là d'une structure démocratique au sens classique du terme, en ce sens qu'elle est basée sur l'élection. Mais, se superposant à cette organisation administrative visible, il y a une organisation occulte des grades, avec des grades inférieurs, apprentis compagnons maîtres, et des grades de degrés plus élevés, qui sont au nombre variable, suivant l'obédience, ça va de 8 à 33, suivant le cas. Et là, la structure n'est plus du tout démocratique, il s'agit d'une structure élitiste, c'est l'appel d'en haut qui remplace l'élection. On ne passe d'un grade au grade supérieur que si on est appelé à ce grade supérieur par les membres des gens qui en font partie. Comment schématiser cette organisation? C'est une organisation pyramidale. Le schéma qui est au tableau est forcément imparfait, mais il essaye de rendre compte d'une structure qui est assez complexe. J'ai représenté là des francs-maçonneries de rang N, N plus 1 et N plus 2. Les carrés, c'est les initiés du rang N plus 2, les croix, c'est les initiés du rang N plus 1, les zéros, c'est les initiés du rang N. Et vous voyez que ce qui caractérise cette structure, c'est que vous avez des gens du rang N plus 1 qui appartiennent simultanément au rang N, mais qui ne sont pas connus de leurs collègues du rang N comme appartenant au rang supérieur. Ce qui fait que ces gens, les croix qui sont cerclés, qui appartiennent à la fois au rang N et N plus 1, qui se connaissent entre eux parce qu'ils appartiennent au rang N plus 1, peuvent se concerter entre eux et peuvent diriger le rang N sans que leurs collègues du rang N s'en rendent compte. C'est ce qu'on appelle l'obéissance aux supérieurs inconnus, c'est la direction par des supérieurs inconnus. Le grand écrivain Léon de Poncin, qui a remarquablement analysé la franc-maçonnerie dans ses livres, représentait par la formule que je vais mettre au tableau cette
La franc-maçonnerie, disait-il, est une superposition de sociétés secrètes dans laquelle chaque grade connaît l'existence et les secrets de son groupe et des groupes inférieurs, mais ignore ce qui se trame et se décide dans le groupe immédiatement supérieur. Donc chaque grade, je répète, connaît les secrets de son groupe et connaît les secrets des groupes inférieurs, mais il ignore ce qui se trame et se décide dans les groupes immédiatement supérieurs. Et ce sont des gens du groupe immédiatement supérieur qui, de facto, le font fonctionner. La franc-maçonnerie, pour exercer son action sur l'opinion, puisque son principal but est de nature idéologique, utilise des relais. Des relais sont très nombreux, ce sont des sociétés paramaçonniques qui sont inspirées par la franc-maçonnerie, et parmi ces relais, il y a des organisations comme en France, par exemple, la Ligue de l'enseignement, qui se présente ouvertement comme une maçonnerie extérieure. Et nous verrons dans le cas du Québec, il y a un certain nombre de relais de la franc-maçonnerie qui ne sont pas des maçonneries, mais qui ne cachent pas leur amitié, leur coordination, leur travail en commun avec les francs-maçons. Parmi les relais les plus connus à l'échelle mondiale figurent les Rotary et la Lions Club. Voici comment, dans la revue Historia, dans un article à la gloire des francs-maçons, étaient présentés les Rotary, ou plus exactement étaient présentées les relations entre Rotary et franc-maçonnerie. Je cite le texte au tableau, tiré d'Historia. On dit parfois que le Rotary et le Lion sont des émanations anglo-saxonnes de la franc-maçonnerie. La majorité des Français rotariens ou Lions s'inscrivent en faux contre une telle allégation. Ils ne sont pas maçons, et c'est vrai. Certains sont même des anti-maçons convaincus, hostiles à l'image sectaire donnée par le Grand Orient à la franc-maçonnerie française de 1900. Et pourtant, ces clubs sont bien d'essence maçonnique, l'essence maçonnique est en italique. Ils sont un véhicule d'idéaux maçonniques, de fraternité, de solidarité et d'universalité, et beaucoup de leurs dirigeants sont francs-maçons. Donc retenez simplement l'importance de ces relais qui permettent à la franc-maçonnerie d'agir au loin sans forcément se découvrir. Quelle est la méthode principale utilisée au sein des loges maçonniques? L'année dernière, je m'étais pas mal appesanti sur cette méthode, je la rappelle ici très rapidement. Elle est caractérisée par 4 principes. Liberté, égalité, fraternité et suggestion à des meneurs de jeu inconnus. Par la liberté totale de pensée, la liberté totale de conscience, on s'affranchit de l'autorité de tout ordre qui transcende l'homme, qu'il soit naturel ou qu'il soit surnaturel. Par l'égalité, on s'affranchit de l'autorité des hiérarchies naturelles dont les pouvoirs viennent de Dieu. Par la fraternité, en loge, qui exige l'adhésion de tous à l'opinion commune, on réduit les vérités religieuses, philosophiques, morales et politiques au minimum qui est accepté par tous. Il est bien évident qu'une société qui se fonderait uniquement sur ces principes de liberté, égalité, fraternité, au sens maçonnique de ces mots, ne pourrait pas fonctionner parce qu'elle aboutirait très vite à l'anarchie. Il faut donc un facteur d'ordre, un facteur de direction. Ce facteur de direction, c'est la suggestion à des meneurs de jeu inconnus, suivant le schéma triangulaire ou pyramidal que je vous ai présenté tout à l'heure. Les gens d'un rang N étant dirigés par des gens d'un rang supérieur, sans qu'ils le sachent, puisqu'ils ne connaissent pas les gens du rang N plus 1 qui participent à leurs travaux. Par la suggestion à des meneurs de jeu inconnus, on oriente dans le sens voulu par les loges, on oriente dans le sens voulu par ces supérieurs inconnus, le travail de la loge. Vous imaginez la redoutable efficacité des principes d'action ainsi conçus, d'un mécanisme ainsi conçu, efficacité à l'intérieur de la société de pensée pour déstabiliser ses membres qui ne peuvent plus se rattacher à une vérité objective et pour les manipuler, efficacité dans l'action extérieure si les mêmes méthodes, liberté, égalité, fraternité, suggestion des supérieurs inconnus, si les mêmes méthodes sont utilisées au sein des relais de la franc-maçonnerie. Et il semble bien que ce soit par exemple le cas pour le Rotary ou la Lions Club. Les francs-maçons se réunissent généralement en loge appartenant à la même obédience, Grand Orient, Grande Loge, etc., et au même grade. Mais à côté de ces réunions en loge, il y a des réunions fraternelles. Qu'est-ce que c'est qu'une fraternelle? C'est une réunion de francs-maçons d'obédience et de grades différents, mais appartenant soit à la même profession ou ayant la même chef d'intérêt particulier en domaine artistique, dans le domaine culturel, dans le domaine historique, peu importe. Vous avez en France, par exemple, des fraternelles parlementaires, des fraternelles de grands ministères, des fraternelles de grandes sociétés nationales, etc.
Alors, dans ces fraternelles, il y a en France, je ne sais pas si c'est le cas au Canada ou aux États-Unis, il y a une fraternelle pour le Rotary et une fraternelle pour le Lions Club. Quelle est la conséquence? C'est que un certain nombre de gens du Rotary et du Lions Club se réunissent, qui sont francs-maçons sans que leurs collègues rotariens le sachent, se réunissent dans la fraternelle du Rotary et peuvent se concerter ainsi pour diriger les Rotaries sans que les rotariens le sachent. C'est le rang N+1 qui dirige le rang N, c'est l'existence même de supérieurs inconnus. Quelques mots sur le type d'activité des loges. Les loges se présentent toujours comme des sociétés de pensée. Qu'est-ce que c'est qu'une société de pensée? Ce sont des sociétés assez strictement organisées, assez bien structurées, qui ont une activité interne et une activité externe. Activité interne, elle fonctionne en chambre de réflexion, laboratoire de pensée. Il s'agit de définir des modèles de société à 5, 10, 20 ans d'avance qui ensuite seront réalisés par l'autorité politique. Fonction également des loges, d'écoles de préparation à l'action. C'est là qu'on a préparé le personnel, par exemple, politique de la Révolution française, personnel politique, qui ensuite, une fois formé dans les loges, est venu carrément au pouvoir à partir de 1789. Activité extérieure, il s'agit d'une action à long terme sur l'opinion, il s'agit de créer des états d'esprit nouveaux, de créer des consensus, sans faire savoir que le consensus en cause est d'origine maçonnique, sans se faire savoir que l'état d'esprit nouveau a été lui-même élaboré en Moge, et cette activité extérieure s'opère principalement à travers les relais dont j'ai parlé tout à l'heure. Relation entre francs-maçons, il est très rare que dans les loges maçonniques on donne des ordres. On agit surtout à base de suggestions. En général, il n'y a pas d'ordre directement donné, parce que s'il y avait des ordres directement donnés, en remontant la filière hiérarchique, on pourrait casser le cloisonnement horizontal, rappelez-vous le schéma pyramidal, qui caractérise tout à fait la franc-maçonnerie. Quel est le cas de l'action maçonnique sur la politique? Le type d'action maçonnique, il faut distinguer trois cas. Il y a le cas normal, ce pourquoi la franc-maçonnerie est faite. La franc-maçonnerie s'intéresse beaucoup plus au long terme qu'au court terme, beaucoup plus à la grande politique qu'à la politique politicienne. En France, nous la considérons comme la chambre de réflexion de la République. Nous la considérons comme le pouvoir spirituel qui inspire le pouvoir temporel républicain. Et son action est facilitée par la réelle maçonnique, c'est ça, ce pourquoi la franc-maçonnerie est conçue, ce pourquoi elle est remarquablement adaptée. En période révolutionnaire, l'action est différente. Les loges, en tout cas les loges de bas grade, les plus visibles, s'effacent, cessent plus ou moins leur activité, disparaissent, et la franc-maçonnerie s'efface en apparence, il n'y a plus d'activité visible. C'est pour ça que pendant la Révolution de 89, grosso modo entre 89 et 99, pendant une dizaine d'années, les francs-maçons tiennent tous les guets de commande de la France, mais on ne voit plus l'action, les loges maçonniques ne sont plus visibles. Enfin, vous avez le cas exceptionnel, qui est le cas français actuel, dans lequel la franc-maçonnerie se transforme en ligue d'action politique directe, ce pourquoi elle n'est pas spécialement bien faite. Ce fut le cas en France sous la Troisième République avant la guerre de 14, c'est le cas en France sous la Cinquième République d'une manière assez nette, quand vous savez qu'actuellement dans les ministères français, en gros, qui comptent 40 à 45 ministres et secrétaires d'État, vous avez des francs-maçons qui sont de l'ordre de entre 7 et 12 francs-maçons dans les cabinets ministériels. Quand un cinquième ou un quart d'un cabinet ministériel appartient à la franc-maçonnerie, il est évident que la franc-maçonnerie est directement imbriquée dans la politique politicienne, dans la politique quotidienne, et c'est le cas exceptionnel. Pourquoi en est-il ainsi en France? Je n'ai jamais eu de réponse claire à cette question. Quelques mots sur le caractère occultiste de la franc-maçonnerie. Je disais que l'idéologie maçonnique se décompose en deux parties. Le rationalisme pour le bas grade. Le rationalisme, nous l'avons vu tout à l'heure, c'est pas de vérité universelle, pas de vérité universelle révélée. Une morale que l'homme se fait à la force du poignet. Et en politique, les idées libérales de 89. Dès qu'on monte en grade, apparaît l'occultisme. Je ne vais pas vous faire un cours sur l'occultisme. Nous avons ici une brochure remarquablement bien faite de notre ami Jean Vaquier, intitulée « Occultisme et foi catholique ».
c'est un résumé très bien fait des 20 principaux thèmes gnostiques ou occultistes. Si vous voulez savoir avec précision ce qu'est l'occultisme, avec une brochure rapide à lire et très précise, achetez cette brochure verte. Mais parmi les thèmes occultistes que l'on trouve, ils sont toujours les mêmes, quel que soit le mouvement occultiste. Vous avez toujours le panthéisme, la réincarnation, le système ternaire, le spiritisme, c'est-à-dire l'appel aux démons pour connaître les choses cachées ou avoir son aide. Je dis deux mots du système ternaire. C'est la théorie selon laquelle il y a trois mondes, le monde physique, le monde astral et le monde spirituel. Il y a trois principes dans l'homme, corps physique, corps intermédiaire ou corps astral et esprit. C'est tout à fait contraire à la doctrine du bon sens, à la bonne doctrine catholique, dans laquelle on vous apprend que le monde composé humain est composé de matière et de forme, c'est-à-dire de corps et d'âme. Il y a deux principes d'être, il n'y a pas trois principes d'être dans le composé humain. Toujours est-il que les occultistes tiennent absolument à ce système ternaire, et que le dit système ternaire est une des marques de l'occultiste et plus facile à repérer. En voici la présence dans la franc-maçonnerie. J'ai mis au tableau un extrait du livre de Boucher, qui est un franc-maçon, sur la symbolique maçonnique. Et il vous dit quelle est, d'après les francs-maçons, l'explication du triangle avec l'œil omnivoyant au sein du triangle. Figure 43, l'œil divin dans le triangle, l'explication du franc-maçon Jules Boucher. L'œil symbolise sur le plan physique le soleil, sur le plan intermédiaire ou astral la verbe, sur le plan spirituel le grand architecte de l'univers. Intérêt de cette indication, c'est que vous voyez là le système ternaire, plan physique, plan astral, plan spirituel, apparaître dans un bouquin de symbolique maçonnique. Tout ça pour dire que le système ternaire, qui est un des thèmes occultistes les plus importants, figure tout à fait classiquement dans la symbolique maçonnique. Que peut-on dire de cette symbolique maçonnique? En résumé, voici quelques notions à retenir. On y retrouve les marques classiques de l'occultisme, le panthéisme, la réincarnation, le système ternaire, le spiritisme. La Kabbale ou l'ésotérisme juif en constitue le fond. On le voit d'ailleurs très bien dans le grand livre du franc-maçon américain Albert Pike, intitulé Morals and Dogma. La Kabbale en constitue le fond, la Kabbale juive. Il est réservé, cet occultisme, aux grades élevés de la franc-maçonnerie, et il constitue un phénomène bien réel d'inspiration satanique, où Satan se présente plutôt déguisé en ange de lumière, mais c'est un phénomène qui est réservé aux grades élevés, et dont les francs-maçons de grades inférieurs peuvent ignorer tout à fait, d'une manière à peu près totale. Quelques mots sur les rapports entre judaïsme et franc-maçonnerie. Là, j'insiste pas, je fais simplement deux citations de rabbins. Citation du rabbin Citruc, qui est grand rabbin de France, dans une émission faite à France Inter, émission de radio, au moment du bicentenaire de la Révolution. Que disait ce grand rabbin de France? Texte au tableau: le judaïsme imprègne tout le monde moderne, notamment avec la Révolution et la Déclaration des droits de l'homme. Comme la Déclaration des droits de l'homme est d'essence maçonnique, a été élaborée en loge, comme les francs-maçons, l'idéologie des droits de l'homme, c'est l'aspect politique du rationalisme maçonnique, on peut dire que le judaïsme se réclame d'une doctrine qui est typiquement maçonnique. Il y a donc entre les deux des passerelles extrêmement actives. Le rationalisme maçonnique se rapproche donc du judaïsme, comme le dit le rabbin Jo Citruc. Par ailleurs, l'occultisme maçonnique se rapproche de la Kabbale. Voilà ce que dit à ce sujet-là le rabbin Elie Ben Amozek dans le livre que je citais tout à l'heure, Israël et l'humanité. Ce qu'il y a de certain, dit ce rabbin, c'est que la théologie franc-maçonnique correspond assez bien à la théologie de la Kabbale. D'autre part, une étude approfondie des monuments rabbiniques au 1er siècle de l'ère chrétienne fournit des preuves nombreuses que l'Agada était la formule populaire d'une science réservée qui offrait par les méthodes d'initiation les ressemblances les plus frappantes avec l'institution franc-maçonnique. Fin de la citation du rabbin Ben Amozeg. Et j'arrête là mes remarques sur les relations entre judaïsme et franc-maçonnerie dans le domaine du rationalisme politique et dans le domaine de l'occultisme kabbaliste. Pour montrer l'importance de la franc-maçonnerie dans la politique et l'intérêt que nous avons à examiner ce phénomène actuel, voici quelques événements qui ont été pris au fil de l'actualité. Je ne cite que certains de ceux qui sont au tableau. En juillet 1984, la commission d'enquête du Parlement italien sur la loge maçonnique P2, qui a fait beaucoup parler d'elle à ce moment-là,
a dénoncé, je cite, l'infiltration concertée et massive de la maçonnerie dans les principaux centres de pouvoir, tant civils que militaires, du gouvernement italien. La même année, c'est le grand maître du Grand Orient de France, 1984, qui révèle la présence de 10 francs-maçons au sein du cabinet Fabius. L'année suivante, c'est Rome qui intervient en rappelant que les points de vue philosophiques et les conceptions morales de la maçonnerie sont en opposition absolue avec la religion catholique. Donc, importance de la franc-maçonnerie du point de vue français, importance de la franc-maçonnerie du point de vue italien, puisque les loges maçonniques, comme le disait le rapport parlementaire, ont investi les principaux centres de pouvoir civils et militaires, importance de la maçonnerie du point de vue romain, pour que le Saint-Siège ait fait en 1985 la répétition d'une déclaration qu'il avait faite déjà en 1983. Histoire de la franc-maçonnerie en France, quelques mots rapides sur cette histoire. La franc-maçonnerie, créée en 1717 sous sa forme moderne en Grande-Bretagne, mais réunissant des activités préexistantes, débarque en France en 1721 par l'institution à Dunkerque de la loge Amitié et Fraternité. Et très rapidement, la franc-maçonnerie envahit la France à tel point que, à la veille de la Révolution de 89, il y avait plus de 700 loges sur le territoire français et dans l'armée française. À la texte au tableau, à la veille de la Révolution, écrit l'historien maçonnique Louis Blanc, la franc-maçonnerie se trouvait avoir pris un développement immense, répandu dans l'Europe entière. Elle présentait l'image d'une société fondée sur des principes contraires à ceux de société civile. Fin de la citation, qu'est-ce que ça veut dire? Les sociétés civiles d'Ancien Régime, aussi bien dans les pays catholiques et dans une certaine mesure dans les pays protestants, étaient basées sur le décalogue, sur l'ordre naturel, sur les 10 commandements de Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'une société fondée sur les principes contraires à ceux de la société civile? C'est une société fondée sur cette antithèse du décalogue qu'elle que constitue la fameuse Déclaration des droits de l'homme de 1789. Ces déclarations, la franc-maçonnerie en revendique avec joie et orgueil la paternité. Un franc-maçon qui s'appelle Bonnet a dit ceci, texte au tableau: quand s'est écroulée la Bastille en 1789, la franc-maçonnerie a eu l'honneur suprême de donner à l'humanité la charte qu'elle avait élaborée avec amour. Le 25 août 89, la constituante du gouvernement français de l'époque, dont plus de 300 membres étaient maçons, a définitivement adopté, tel qu'il avait été longuement étudié en loge, le texte de l'immortelle Déclaration des droits de l'homme. Et de fait, cette Déclaration des droits de l'homme a été diffusée très massivement au début de cette révolution de 89 sous la forme qui est au tableau. C'est une gravure de l'époque qui représente les 17 articles de la Déclaration des droits de l'homme gravés sur 2 tables de pierre mises côte à côte. Il s'agissait de bien montrer l'analogie avec le décalogue qui avait été gravé par le doigt de Dieu sur 2 tables de pierre qui ont été remises à Moïse sur le mont Sinaï. Et cette présentation même de la Déclaration des droits de l'homme de 89 montre bien que dans l'optique maçonnique de l'époque, cette déclaration remplace la loi ancienne, remplace le décalogue, loi de l'Ancien Régime, et c'est la loi nouvelle qui désormais doit présider aux destinées des sociétés de l'époque. Et pour bien montrer le caractère maçonnique de l'opération, on voit au sommet de l'image un personnage angélique qui montre du doigt ce fameux triangle avec l'œil omnivoyant qui est visiblement la signature maçonnique de l'opération. Je ne vous fais pas le détail de l'histoire de la franc-maçonnerie en France. Vous savez qu'à partir de 1789, tous les pieds de commande du pays tombent entre les mains de francs-maçons, ce qui fait que la franc-maçonnerie a été faite par un personnel maçonnique. Et sous la révolution de première du nom, celle de 89, on voit, en ce qui concerne la maçonnerie, 2 phénomènes assez curieux. Premier phénomène, la franc-maçonnerie, en tant que structure relativement visible, s'efface. Elle n'a plus d'activité visible, les loges ne se réunissent plus, son personnel est au pouvoir, et la franc-maçonnerie en tant que telle n'apparaît plus, alors qu'elle apparaissait beaucoup au préalable. Deuxième phénomène assez curieux, le phénomène des purges. Les gouvernements révolutionnaires français ont été bâtis sur le principe de la purge, exactement celui qui a été repris par les gouvernements communistes après Lénine. Nous avons eu les Jacobins qui ont purgé les Girondins, ou liquidé physiquement les Girondins si vous préférez,
les thermidoriens qui ont liquidé les Jacobins, Brumaire qui a liquidé les thermidoriens, etc. Et il en résulte le phénomène suivant. À partir du moment où vous avez un gouvernement basé sur le principe de la purge, à partir du moment où le personnel politique est à 100% franc-maçon, qu'est-ce qui se passe? Ce sont des francs-maçons qui purgent, qui liquident physiquement d'autres francs-maçons. Ce qui fait que, et ceci est reconnu par tous les historiens, maçonniques ou non, le régime français qui a été le plus sanguinaire à l'égard de la franc-maçonnerie est le régime de la Première République, qui était un régime entièrement dirigé par des francs-maçons. Ce sont des francs-maçons jacobins qui ont liquidé des francs-maçons girondins et ainsi de suite. La maçonnerie reparaît en force sous le Premier Empire. Elle est également très puissante sous la Restauration. Et sous la Restauration, on voit dans l'histoire de France ce phénomène qui est également une constante de la méthode maçonnique. Les francs-maçons aiment être systématiquement dans les allées du pouvoir et dans l'opposition au pouvoir. Sous la Restauration, on verra les francs-maçons entourer le malheureux Charles X, avant de trahir en 1830, et en même temps comploter contre la monarchie des Bourbons avec le fameux complot des sergents de la Rochelle. Je passe sur les événements qui suivent, l'avènement de la Troisième République avec la Commune, qui est une révolution maçonnique, qui a été réprimée avec une extraordinaire violence et un caractère inhumain de cette répression par un gouvernement franc-maçon. Là encore, ce sont des francs-maçons qui purgent d'autres francs-maçons dans une certaine mesure. Sous la Troisième République, à partir des années 1875, la franc-maçonnerie joue un rôle de plus en plus important. C'est elle qui a mis sur pied notre réforme scolaire, et elle est considérée à l'époque comme la chambre de réflexion de la République. Bon, j'arrive à l'actualité. Actuellement, je disais que dans les cabinets ministériels, un quart de ces cabinets est constitué de francs-maçons. En gros, la maçonnerie française comporte à peu près 10 styles, c'est leur chiffre, 70 000 membres, répartis en 3 obédiences principales, Grand Orient, Grande Loge et Grande Loge nationale française. Ils sont à la fois dans les allées du pouvoir et dans l'opposition au pouvoir. Ça, c'est une attitude systématique. En France, lors de la guerre d'Algérie, vous avez eu des francs-maçons du côté du pouvoir et des francs-maçons du côté de l'Oreille. Deuxièmement, ils se répartissent systématiquement dans un large éventail politique qui va de la droite à la gauche et de l'extrême gauche à la fausse droite. Quand on voit que les francs-maçons jouent systématiquement toutes les cartes politiques de la droite à la gauche, on peut se demander est-ce qu'il y a une doctrine maçonnique cohérente en matière politique? Est-ce qu'il y a une doctrine maçonnique tout court? Voilà ce que répondent les francs-maçons. On dit la franc-maçonnerie, les francs-maçons contredisent les obédiences, ils disent aussi l'ordre avec un grand O. Ils reconnaissent ainsi qu'il y a plusieurs francs-maçonneries dans le monde, mais que l'esprit maçonnique est un. Et effectivement, quand on creuse l'action maçonnique, soit dans les partis de gauche, soit dans les partis de droite, on s'aperçoit qu'il y a un esprit maçonnique qui est bien parfaitement humain. Cet esprit maçonnique, on peut le décomposer en 2 morceaux. Le rationalisme, les idées libérales, si vous préférez, pour les bas grades, et l'occultisme pour les hauts grades. Donc il faut bien se rappeler que l'idéologie maçonnique, l'esprit maçonnique, comporte une composante libérale, les idées libérales, les idées révolutionnaires, les idées 89, et une composante occultiste. Et que la composante occultiste est très importante et que c'est une grave erreur de la négliger, ce qui est assez souvent fait dans les études sur la franc-maçonnerie. Voici ce qu'on peut dire très schématiquement sur cet occultisme maçonnique qui aurait justifié à lui seul un exposé d'une heure ou deux. On peut dire qu'on y retrouve les marques classiques de l'occultisme. L'occultisme a 36 aspects, il peut être oriental, il peut être occidental, il peut être guénanien, il peut être théosophique, il peut être tout ce que vous voudrez. Mais quand vous éliminez les aspects accidentels de l'occultisme, les grands thèmes de l'occultisme gnostique sont toujours les mêmes, et en particulier les 4 que j'ai évoqués se retrouvent partout. Panthéisme, réincarnation, système ternaire et spiritisme. La Kabbale ou l'ésotérisme juif en constituent le fond, et c'est un fait que tous ceux qui ont étudié sérieusement la Kabbale, comme par exemple Papus avec son livre sur la Kabbale, montrent bien que tout l'occultisme occidental est sorti en ligne directe de la Kabbale. Cet occultisme est réservé au grade élevé de la franc-maçonnerie, et il constitue un phénomène bien réel d'inspiration satanique, où Satan se présente plutôt d'ailleurs déguisé en ange de lumière.
deux de chevalerie. Mais vous avez parlé du chevalier de Ramsay, justement, qui parlait d'une chevalerie mystique, chevalerie chrétienne. Il y a un idéal chevaleresque qui existe au XVIIIe siècle, qui est incarné au sein de chaque système maçonnique. Pouvez-vous nous en parler? Pouvez-vous nous expliquer en quoi l'esprit chevaleresque anime chaque rite? Charles Bernard. L'idéal chevaleresque se rattache aux propos universels de l'ordre maçonnique en ce qu'il désigne dans l'autre son altérité. L'idéal chevaleresque est au fond transposé dans un code, j'allais dire, philosophiquement connoté, est au fond une attitude qui repose sur un altruisme naturel. Le maçon travaillant d'une main avec une truelle et du mortier, du ciment, et travaillant de l'autre avec une épée et un bouclier. Alors, vouloir nier que le rite écossais ancien et accepté ait des composantes chevaleresques est tout aussi vain que vouloir affirmer que 100% de l'attitude écossaise au sein des 30 grades qui vont du 4e au 33e, et ces 100% sont totalement chevaleresques. Le rite écossais ancien et accepté a ceci d'ouvert, de divers et de profus et de riche, fondamentalement riche, que d'avoir permis au XVIIIe siècle, par apports successifs, par sédimentation successive, de rassembler des traditions qui, si elles n'avaient pas connu cette émergence, cette efflorescence et cet esprit de conservation, auraient probablement disparu. C'est ainsi qu'il y a au sein des grades, je ne trahis aucun secret, et comme je vous le disais dans mon propos liminaire, je vous livre là mon sentiment personnel, il y a au sein de ces 30 grades du rite écossais ancien et accepté, ou de ces 33 grades, des influences à caractère chevaleresque, pourquoi pas, des influences à caractère hermétique, alchimique, différentes traditions qui constituent la tradition spirituelle initiatique immémoriale de notre condition d'homme, de notre humanité. Alors, je crois que mon vis-à-vis citait tout à l'heure, me semble-t-il, René Guénon, ce que René Guénon a nommé en un temps donné, en une époque donnée, la tradition primordiale, tradition qui s'est incarnée dans différents mouvements, dans différents ésotérismes. Remarquez que j'emploie au passage volontairement le terme d'ésotérisme, qui nécessiterait bien entendu, et ça n'est pas le lieu d'être explicité, et à aucun moment je ne ferai référence, par exemple, à l'occultisme ou aux occultismes de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, car ce n'est pas le propos de la franc-maçonnerie régulière de tradition telle que le rite écossais ancien et accepté, universellement répandu dans le monde, l'incarne. Voilà. Donc, je peux rappeler ces différents points concernant la chevalerie. Il y a des grades qui ont des références chevaleresques tout à fait nettes, puisque certains grades s'appellent même chevalier. Chevalier, on est chevalier de tel grade ou de tel autre grade, mais ceci nous entraînerait à rentrer un petit peu, je dirais, dans la technique et dans la déclinaison technique de ce rite qui est extrêmement riche, puisque 33 étapes l'habitent, et je ne crois pas que ce soit permis par le temps qui nous est imparti dans cette émission.